à tous. Bonjour à tous et cette fois-ci pour notre 6e épisode de la vie secrète des pierres, on vous emmène dans une nouvelle région où on est allé passer quelques jours. En Bretagne. En Bretagne. Nord-Bretagne. Voilà. Région de Trégastel, la côte de Granit Rose. Ouais, des coins splendides, merveilleux. On s'est émerveillé. Et puis, comme d'habitude, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les mégalithes. Et là, on a été gâtés, bien sûr. En Bretagne, on est gâtés. Mais c'est vrai que quand on est intéressé et amoureux des pierres et des sites sacrés, des lieux de culte anciens, très anciens, alors on est gâtés. Et on est parti à l'improviste en profitant des températures particulièrement douces et clémentes dont on pouvait bénéficier cette semaine. Et on loge dans notre petite voiture qui est un petit peu aménagée et comme ça nous permet d'aller à l'aventure là où le vent nous porte. Bon, le vent, il y en a en Bretagne par endroits, c'est assez important. Donc on est parti sur la Bretagne, le vent nous a conduits jusqu'à la Bretagne. Alors, allées couvertes. Allées couvertes, c'est le thème du jour. On va parler un petit peu des allées couvertes, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre région et qu'on a découvert en Bretagne. Alors une allée couverte, c'est un petit peu, on va dire, comme un dolmen. C'est un peu comme un dolmen allongé. Dolmen XXL. Dolmen XXL, oui. La première allée couverte qu'on voudrait vous présenter, celle qu'on a découverte sur l'île Grande. L'île Grande, sur la côte de Granit Rose. Au départ, quand on approche un lieu comme ça, on ne sait pas trop comment il est installé par rapport aux énergies. Hein. Alors, on a pris nos baguettes et puis on a commencé à chercher s'il y avait la présence de l'eau. Alors, le principal passage d'eau qu'on a trouvé dans ces allées couvertes, c'est un courant d'eau qui longe toute l'allée couverte en son centre, allié à une faille, et 3 courants d'eau qui la traversent perpendiculairement, oui, à certains endroits très spécifiques. Qui dit faille, dit courant tellurique. Donc on va avoir à nouveau la présence du courant tellurique comme on avait trouvé dans les épisodes précédents à Vézelay, hein, dans l'épisode 4 et 5. On avait parlé beaucoup du courant tellurique. Donc là, dans l'allée couverte de l'île Grande, eh bien, on a aussi le passage du courant tellurique qui permet de charger en énergie donc, cette allée couverte et puis qui se recharge aussi au contact de ce monument énergétique. C'est un échange, hein, comme un échange de bons procédés et une symbiose entre donc cette vouivre, hein, ce courant tellurique qui à la fois distribue son énergie et à la fois se recharge. Puisque les dolmens, les allées couvertes, hein, qui sont des grands dolmens, sont des chargeurs de courant tellurique. Alors on a aussi donc la présence d'une cheminée cosmotellurique. Donc ça c'est un nouveau phénomène dont on n'a pas parlé encore dans l'épisode précédent. Donc la cheminée cosmotellurique qui est un échange hein, entre le ciel et la terre, cosmotellurique, un échange d'énergie. Et j'ai représenté donc au fond de l'allée couverte un point qui est le centre de la cheminée et puis donc cette cheminée qui a à peu près un diamètre de 6 mètres et qui est comme une respiration de la planète Terre. Alors quand on découvre une allée couverte, déjà on est surpris parce que c'est des énormes pierres. Il faut imaginer des pierres qui font plusieurs tonnes et elles ont été mises en place soigneusement hein, par les hommes qui ont fait ces installations. Et pourquoi faire? Pourquoi mettre en place comme ça ces pierres énormes? Ça c'est quelque chose de magique hein, quand on découvre ces lieux. C'est toujours ça surprenant, c'est de voir à quel point c'est colossal. Et puis on a la chance que c'est parvenu jusqu'à nous. Ces installations sont arrivées jusqu'à nous, même si elles sont un petit peu parfois détruites, un petit peu cassées, un petit peu de travers. Malgré tout, elles sont arrivées en bon état. Les quelques-unes qu'on vous présente là sont arrivées en bon état jusqu'à nous.
Et c'est vraiment assez fascinant quand on est dans ce décor, avec cette brume, avec ces nuages, ces nuées, et qu'on découvre ces monuments, c'est féerique. Alors, maintenant, on vous emmène sur une autre allée couverte qui, elle, se situe sur l'île Millau. Alors, pour aller sur l'île Millau, eh bien, il faut regarder les horaires des marées parce qu'elle n'est pas accessible toute la journée. Il faut regarder, il y a certains horaires où on peut traverser. Il y a un passage à pied qui permet à marée basse de pouvoir accéder à l'île. Mais ce n'est pas ouvert très longtemps ce passage, hein. Ça dure entre 2 heures et 3 heures maximum. Donc on a le temps d'aller, on a le temps de faire les analyses et puis vite de rentrer avant que le passage se referme. Sinon, eh bien, il faut attendre 9-10 heures que le passage soit à nouveau ouvert. Alors on est passé et puis on a découvert cette belle allée couverte qui est plus monumentale avec des pierres assez importantes, les plus massives, et elle est un petit peu écroulée hein, sur le bout, donc elle n'est pas complète, mais elle est très belle. Et surtout, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est l'environnement de cette allée couverte, parce que eh bien, c'est très sauvage. Hein, on était tout seul sur l'île de Millau ce jour-là, et il faut dire qu'en décembre, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Et tout autour, eh bien, on a la vue là sur la mer, sur les baies, sur le ciel. C'est très beau. On a une ferme aussi qui se trouve à proximité de cette allée couverte. Une ferme qui n'est plus en activité aujourd'hui, qui a été rachetée par le littoral. Et on va retrouver les mêmes phénomènes. Hein. On va retrouver l'eau dans l'allée principale, des courants d'eau transversaux, une faille, et puis la cheminée cosmotellurique, le courant tellurique. Et là, il y a quelque chose de plus qu'on a observé et qui était vraiment intéressant pour nous, c'est qu'à chaque extrémité de cette allée couverte, eh bien, il y a un menhir. Voilà. Alors, on appelle ça un menhir à indicateur. Donc, ces deux menhirs qui ne dépassent pas énormément du sol, mais qui sont quand même assez massifs, eh bien, ils sont dans l'axe de l'allée couverte. Et on a une hypothèse qui est reprise parfois par des spécialistes, qui est que ces menhirs, eh bien, ils servaient de point de visée pour les levées et couchers de soleil à certaines périodes de l'année, notamment au solstice d'hiver, solstice d'été. Donc on pouvait placer, on va dire, un gnomon, donc un bâton, sur une des pierres au moment du lever du soleil. Et puis, quand ça se levait exactement dans l'axe du bâton, eh bien, on savait qu'on était au solstice. Pareil pour le coucher. C'est l'extrémité la plus loin, c'est le solstice d'été. Jamais le soleil ne pourra aller se coucher plus loin. Donc, un repère était mis avec ce menhir et permettait de se repérer dans le temps pour savoir si on était bientôt arrivé à cette date ou pas. Voilà, donc ça nous a vraiment intéressé de voir qu'il y avait la combinaison à la fois de l'allée couverte et puis de ces deux pierres qui sont un petit peu éloignées. Elles sont à une vingtaine de mètres hein, de l'allée, mais bien dans l'axe. L'île, elle a une forme de navette. Hein, et puis, l'allée couverte, elle est dans l'axe de cette navette. Avec donc les deux menhirs qui permettent de bien se diriger sur les bons axes, sur les bons azimuts. Je savais qu'il ne nous restait pas beaucoup de temps pour terminer les recherches. Je surveillais du coin de l'œil la mer qui commençait à remonter et j'étais piquée par la curiosité de savoir si ce menhir indicateur était positionné sur des réseaux particuliers. Alors j'ai pris les baguettes et j'ai tourné. Et oui, il est sur 2 passages d'eau, un croisement de 2 passages d'eau. Et puis les réseaux habituels qui en font un point menhir, comme on a vu dans l'épisode précédent.
Quand on tourne autour des menhirs, on est toujours content de voir qu'ils sont bien placés, parce qu'on sait que comme ça, ils peuvent jouer leur rôle énergétique. C'est que ces deux menhirs, reliés donc avec l'allée couverte, tout ça fait un seul et même ensemble énergétique. Ça, c'était une belle découverte. Alors, juste avant de partir, on avait encore quelques petites minutes pour s'intéresser à cette cupule qu'on voit là à l'extérieur de l'allée couverte. Là, je suis en train de faire le tour de l'allée couverte à la recherche des courants d'eau. Et hop, tiens, là, j'ai un courant d'eau. Fait exactement la largeur de cette cupule. Et cette cupule qui se trouve en plein au milieu de la longueur de cette allée couverte. Donc, enfin, ça nous interroge pourquoi elle est là, cette cupule, à l'extérieur de l'allée couverte. Il y a vraiment matière à réflexion, matière à recherche pour nous. Ce genre de signes, de disposition, c'est vraiment pas un hasard. Et il en existe certainement d'autres dans l'allée couverte. Et maintenant, je vous propose de continuer notre petite promenade avec la découverte de deux autres allées couvertes qui sont celle de Kerguelen-Tuile et celle de Prajomenir. Donc ça, ces deux allées couvertes, elles sont intéressantes pour un phénomène particulier qui est la présence des gravures, des sculptures. Alors on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Donc sur les allées couvertes de Kerguelen-Tuile et Prajomenir, qui ressemblent assez aux allées couvertes qu'on a vues précédemment, eh bien la différence c'est qu'il reste des gravures sur certaines des parois intérieures. Quand on voit ces gravures, on serait bien embarrassé pour les interpréter si on n'avait pas des spécialistes qui nous aient un petit peu éveillés. Ces mamelons symboliseraient des saints, des paires de saints souvent avec un collier en dessous. Et ces carrés symbolisent des idoles néolithiques. Et le carré, d'ailleurs, représente la déesse. On voit aussi des rames, enfin, ce qui nous semble être des pagaies. Les spécialistes font des comparaisons avec des représentations de la déesse dans d'autres civilisations. Et donc je vais mettre là quelques images de comparaison avec ces déesses qui sont représentées par ailleurs dans le monde et dans d'autres périodes que celle du néolithique. Avant de prendre le chemin de l'Ille-et-Vilaine, du côté de Rennes, là, et de vous présenter la dernière allée couverte de cette émission, on voulait faire quand même un petit tour, un petit détour par deux menhirs qui sont dans ce secteur-là de Lannion. On est allé rendre une petite visite au menhir de Saint-Uzec, qui est un des plus beaux menhirs de la région, vraiment très impressionnant, et qu'on a vraiment beaucoup aimé. Hein. Il est imposant et c'est un menhir christianisé, donc il a une croix qui a été sculptée, qui a été rajoutée sur le haut du menhir, et puis tout un tas de gravures aussi qui ont été rajoutées. On voit qu'il est très vénéré, il est beaucoup aimé en fait, ce menhir. Oui, c'est ça, il est réputé, donc il est connu, donc il est beaucoup visité. Oui. Et ce gros menhir de Saint-Uzec, il est à la dimension de ce qui passe sous lui. Il passe un gros réseau du nickel. Donc réseau Hartmann. Réseau Hartmann, oui, réseau du nickel. Un croisement, hein. Un croisement, ouais. Un gros réseau du fer aussi, réseau Curie. On a aussi un bon réseau du cuivre. Et puis on a même d'autres métaux. On a évidemment un croisement d'eau qui fait la largeur de la pierre. Ouais. Sur une faille aussi. Une faille, un courant tellurique. Donc c'est vraiment puissant, quoi. Donc là, on a une grosse cheminée cosmotellurique, 16 mètres de diamètre. Ouais, il est puissant. On ressent l'énergie qui dégage. Ça nous fait toujours plaisir, en fait, ça nous fait toujours plaisir quand on découvre un menhir de s'assurer qu'il est à sa place et puis de voir qu'est-ce qui est caché dessous. Donc là, on n'a pas été déçus, c'était vraiment complet. Si vous voulez voir un menhir qui est vraiment intéressant et qui est un petit peu camouflé dans la forêt, il est dans son environnement d'origine, c'est vraiment assez magique parce que là on n'est pas dans un village, hein, on est vraiment dans le bois et donc il y a la mousse, il y a les arbres et il y a une belle ambiance là. Alors on vous recommande d'aller visiter le menhir de Trédrez, Loquemo, Trédrez, donc c'est un petit peu au sud, hein, pas très loin de
de la côte de granit rose. Et là, c'est vraiment génial, quoi, parce qu'on est dans le bois et tout d'un coup, on découvre cette grosse pierre. Oui, et il pleuvait, il s'est mis à pleuvoir et donc on n'a pas fait une analyse très très poussée, mais ça nous a permis quand même de le découvrir, qu'il y avait une très bonne énergie, un bon rayonnement aussi, qu'il était bien à sa place, quoi, et qu'il est monumental aussi. C'est un bon menhir, une belle pierre. Ouais. Il est presque aussi grand que celui de Saint-Uzec. Oui, il est presque aussi haut et il a une envergure à la base même supérieure à celui de Saint-Uzec. Alors je vous propose de continuer notre périple et d'aller terminer donc cette vidéo par une très grosse allée couverte qui s'appelle la Roche des Fées, qui se trouve à l'est de Rennes. Énorme, c'est la plus grosse allée couverte de France. Quand j'ai découvert cette allée couverte, je me suis arrêté complètement subjugué, très très imposante. Elle est vraiment imposante. Je crois qu'elle fait 19,50 m de long, hein, puis elle est haute, c'est des pierres énormes. Ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Ça, on reçoit aussi comme son énergie très très puissante. On a retrouvé les mêmes éléments qu'on vous a déjà présentés, hein. Donc la présence de l'eau sur toute la longueur de l'allée couverte, avec des réseaux d'eau transversaux, et puis la faille, et puis la cheminée cosmotellurique, le courant tellurique. Oui, le passage d'eau juste devant l'entrée, avec cette entrée, ce premier passage qui nous oblige à nous baisser, comme un point d'abaissement qu'on retrouve dans les églises. Oui, alors justement, tu fais bien de parler de ça, parce que du coup, nous, on a une approche des allées couvertes qui nous fait penser qu'elles sont comme des églises primitives. Alors peut-être qu'elles ont servi de sépulture, de la même façon que dans certaines chapelles ou certaines églises, on a aussi des personnes qui sont enterrées, hein, notamment des personnalités, donc des évêques ou des rois. Mais l'énergie qui est dégagée par les allées couvertes, et puis celle-là en particulier, c'est vraiment très très similaire à celle qu'on va retrouver dans les églises ou les chapelles. On peut faire des petites comparaisons. Donc on a par exemple les passages d'eau. Les passages d'eau, oui. Comment ça se passe dans une église, les passages d'eau? Alors les passages d'eau dans une église, il y a un croisement d'eau qui est au fond, là, sous l'autel principal, et on a la même chose dans une allée couverte. Donc je parlais de ce point d'abaissement à l'entrée, dans les églises aussi, normalement par la porte par laquelle normalement on devait entrer. On a un point d'abaissement qui nous décharge de notre énergie. Dans toutes les églises, c'est comme ça. Dans toutes les églises, oui. Dans toutes les églises, au moment où on franchit la porte, bon, il y a plusieurs portes, hein, mais en général, à toutes les portes, c'est la même chose. Même les portes latérales, on a un passage d'eau. Et qu'est-ce que ça produit sur nous? Ça produit une espèce de petite décharge d'énergie. On a une petite baisse d'énergie. Et on appelle ça un point d'abaissement. Et si on regarde bien sur les allées couvertes, c'est le même procédé qui a été mis en place, qui a été utilisé. Un point d'abaissement. Pour se décharger, c'est fait pour se décharger de ces tensions, de ces énergies négatives, avant de pouvoir se recharger à l'intérieur du bâtiment sacré, et de se recharger de belles énergies, de pouvoir se remplir des énergies que ce lieu nous offre. C'est vraiment intéressant de voir cette similitude. Pour nous, il y a beaucoup de parallèles. Je dirais que le deuxième parallèle, qui est facile aussi à faire, c'est celui de l'orientation. Les églises, elles sont orientées sur des directions de lever, de coucher de soleil à certaines dates, et notamment au moment des solstices. Le soleil, c'était sacré, puisque c'est la vie, c'est pour ça que c'est un élément sacré pour les mégalithes, et en particulier pour les allées couvertes. C'est des lieux qui rayonnent d'énergie, qui emplissent d'énergie.
C'est vrai que l'énergie, elle est palpable et elle est mesurable, hein. On peut mesurer la vibration énergétique d'un lieu et quand on est dans une allée couverte, on n'est pas dans un dolmen tombeau. Hein. Ah mais ça ne trompe pas, puis de toute façon on le sent tout de suite. Hein. On en a vu des dolmens tombeaux. Hein. À Kerguntud, non loin de l'allée couverte, qu'on pourrait dire allée couverte église, il y a un dolmen, mais là c'est frappant, on sent tout de suite l'énergie, c'est un dolmen tombeau. Ouais. Mais moi je ne suis pas rentrée dans ce dolmen tombeau, hein, parce que l'énergie là est très très lourde, hein, est très dense et moi je sens une lourdeur là, au niveau de la poitrine, au niveau des jambes, et je sais que je ne rentre pas dans ces endroits-là. Alors c'est ça, une fois qu'on a l'habitude de fréquenter un petit peu ces différents lieux, on sent la différence entre un dolmen tombeau et donc une sépulture qui était construite pour être une sépulture et pour émaner en fait l'énergie qui était la plus proche de la mort, c'est-à-dire une vibration du lieu qui était proche de zéro. Et on voit la différence avec une église, allée couverte, lieu de culte, lieu de célébration, qui était, elle, faite pour dynamiser, pour augmenter la vibration des personnes qui allaient passer un moment dedans pendant la cérémonie. Donc c'était pas du tout la même fonction. Oui, et quand on analyse les réseaux d'eau, les réseaux des métaux, on voit bien que la conception est complètement différente, si c'est un dolmen tombeau ou si c'est un dolmen église. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à une image d'une église, une petite chapelle qui est construite. Alors, elle est moitié dolmen, moitié chapelle. Hein, c'est un petit peu comme si c'était l'articulation entre ces deux monuments. Oui, la transition. Voilà, un monument de transition. J'aime bien cette image, en fait. On n'est pas des spécialistes en archéologie ni en géobiologie, et on aime bien simplement écouter avec notre ressenti comment les lieux résonnent pour nous, qu'est-ce qu'ils nous racontent, et puis analyser un peu et voir si c'est cohérent avec ce qu'on trouve. Et on ne dit pas que ce qu'on a trouvé, c'est la vérité, hein, c'est notre vérité du moment. Oui, on est toujours en recherche et chaque fois on essaye d'aller un petit peu plus loin dans les analyses, dans notre ressenti. Ouais. Voilà, alors on travaille beaucoup aussi avec les livres de, par exemple, Jacques Bonvin qui a écrit donc des livres, beaucoup de livres sur les chapelles romanes et qui nous enseigne justement sur le lien entre chapelles romanes et les axes liés au soleil. Voilà, tout ça c'est très complexe, mais c'est passionnant. Gilbert Le Cossec, dans son livre Le souffle de la terre, nous renseigne sur les fonctions des allées couvertes, une fonction cultuelle et une fonction thérapeutique. Même chaque pierre peut avoir elle-même sa fonction thérapeutique spécifique. Pour activer les fonctions thérapeutiques, il faut savoir et pouvoir mettre l'allée couverte en vibration. L'opération consiste à refaire passer correctement le courant tellurique. Et en ce qui concerne la fonction cultuelle, il dit « Les druides tiennent le ritueli en dehors des regards des foules. Ils ne travaillent pas directement sur l'humain, mais sur l'énergie de la terre dont vont bénéficier les hommes. » Voilà, notre émission sur les allées couvertes et les menhirs de Bretagne se termine. On était content de partager avec vous sur ce sujet-là. Moi, j'ai bien aimé rencontrer des personnes sur ces différents endroits qui partageaient la même approche de ces lieux que nous, la même approche avec l'énergie, la sensibilité, même la spiritualité. On a rencontré une dame là, de bon matin qui est venue chanter dans l'allée couverte pour prendre une bonne énergie avant d'aller au boulot. Donc voilà, on constate différentes approches hein, et c'est réjouissant. Je trouve que c'est réjouissant parce que ça fait vivre aussi ces lieux. Je pense que c'est un échange. Ces lieux, ils ont besoin aussi de nous, ils ont besoin d'être honorés. En tout cas, il faut avoir conscience d'une chose, c'est qu'un menhir déplacé est un menhir mort, puisqu'on l'a déconnecté en fait de son énergie vitale. On va vous laisser sur ces paroles. Et toujours avec le plaisir de nous partager nos aventures, nos pérégrinations et nos recherches. Alors à bientôt pour un nouvel épisode, peut-être. Et à bientôt. À bientôt.